2 800 000 hommes. C'était le butin humain capturé par l'Union soviétique à la fin du conflit. Pourquoi le cauchemar ne s'est-il pas arrêté le 8 mai? La guerre était officiellement finie, mais la vengeance, elle, ne faisait que commencer. Staline n'avait pas l'intention de pardonner. La brutalité du front s'est simplement déplacée vers l'intérieur des terres, derrière les barbelés des camps de prisonniers. Sur les images d'archives, on voit des colonnes interminables marcher dans la neige, des uniformes en lambeaux, des regards vides. L'hiver de l'année 45 à 46 a marqué le point de bascule vers l'horreur absolue. Le froid a atteint des records. Les rations ont diminué. La mort est devenue quotidienne. À première vue, des camps de travail forcés pour la reconstruction. Mais en réalité, une exécution lente et impitoyable. Les témoignages des survivants décrivent l'enfer. 16 heures de travail par jour, sans pause, sans vêtements chauds. Ils coupaient du bois dans les forêts gelées de Sibérie. Ils creusaient la roche dans les mines de l'Oural. On entend le bruit des pioches sur le sol dur, le craquement des arbres qui tombent, le silence de ceux qui s'écroulent. La faim a tout changé. Elle a transformé des hommes disciplinés en animaux. On se battait pour une épluchure de pommes de terre. On volait les bottes d'un camarade à l'instant même où son cœur cessait de battre. L'humanité avait disparu des camps. Pour les gardiens soviétiques, ces prisonniers n'étaient pas des hommes. Ils étaient le symbole de l'ennemi éternel. À l'image, les ruines fumantes des villes russes détruites par la Wehrmacht. Chaque soldat allemand portait la responsabilité des crimes de l'occupation nazie. La haine était palpable. Les coups pleuvaient sans raison. Ce n'était pas une simple détention. C'était un règlement de compte à l'échelle nationale. Les chiffres glacent le sang, le typhus, la dysenterie, l'épuisement total. Entre 356 000 et plus d'1 million de soldats allemands ne sont jamais rentrés chez eux. Ils sont morts loin de tout, victimes d'une vengeance implacable. 91 000 hommes. C'est le nombre de soldats allemands tombés dans la nasse soviétique. Le 22 juin 1941, tout a basculé. L'opération Barbarossa a lancé les divisions blindées du Troisième Reich à l'assaut de l'Est. Les chenilles des chars écrasaient le sol soviétique à une vitesse fulgurante. L'objectif final s'est rapidement dessiné sur les cartes d'état-major, Stalingrad. Hitler voulait cette ville. Il voulait une victoire décisive pour briser le moral de l'armée rouge. Pourquoi cet acharnement? La ville portait le nom de Staline. Mais ce symbole politique allait se transformer en un piège mortel pour la Wehrmacht. Après des mois de combats urbains d'une violence inouïe, la situation s'est inversée. Les forces soviétiques ont manœuvré habilement. Elles ont encerclé la ville. Les lignes de ravitaillement allemandes ont été tranchées net. Plus de munitions, plus de carburant, plus de courriers. En novembre 1942, les Soviétiques ont déclenché une offensive massive près de Kalach. La réaction allemande a été inexistante. Les soldats du Reich étaient incapables de riposter efficacement. Leur logistique s'effondrait. Sur les images d'archives, on voit des visages creusés par la fatigue et la peur. Les défenseurs perdaient du terrain, rue par rue, maison par maison. Les escarmouches locales se soldèrent par des défaites systématiques. Les réserves de nourriture étaient épuisées. La survie de la 6e armée ne dépendait plus que d'un pont aérien défaillant. Mais la nature s'en est mêlée. Le froid extrême, la neige incessante. Les maladies se sont propagées dans les caves surpeuplées. Le manque d'hygiène était total. La malnutrition affaiblissait les corps. Les postes de secours étaient saturés. Une simple égratignure s'infectait et tuait. Des hommes moururent de blessures mineures faute de pansement. La tragédie sanitaire était absolue. Mais ce n'était que le début de l'enfer. Le 2 février 1943, le rapport tombe. Les généraux Konstantin Rokossovski et Nikolai Voronov annoncent la fin des opérations militaires. La 6e armée est vaincue. Ce jour-là, 40 000 prisonniers rejoignent les 50 000 capturés les 2 jours précédents. Immédiatement après la reddition, l'instinct de survie prime. Les soldats allemands ramassent tout ce qu'ils trouvent pour se couvrir. Des morceaux de tapis, des rideaux déchirés. Le camp de prisonniers de Beketovka se remplit d'hommes en haillons. On entend le bruit d'un moteur isolé dans le ciel. Le 3 février, un dernier Heinkel 111 effectue un cercle au-dessus de Stalingrad. L'avion cherche des fugitifs. Il veut larguer des vivres, mais il ne trouve personne. Le silence règne sur les ruines. Aucun survivant n'est visible. Au total, 91 000 soldats allemands sont aux mains de l'armée rouge. À première vue, une armée qui se rend. Mais en réalité, un troupeau d'hommes condamnés à une mort lente. Les attaques soviétiques incessantes et les promesses non tenues des officiers nazis avaient débrisé ces hommes bien avant la capture. Ils étaient déjà des cadavres en sursis.
La faim et le gel avaient refait leur œuvre. Les colonnes de prisonniers se sont mises en marche. La caméra enregistre. Des milliers d'hommes trébuchant dans la neige épaisse. On les a dépouillés de leurs effets personnels. On les a désarmés. Puis on les a forcés à marcher vers des villages inconnus. Le soleil de février ne réchauffait rien. Les températures restaient largement en dessous de zéro. Ces marches de la mort s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Pas de nourriture adéquate, pas de vêtements chauds, pas de soins médicaux. Les cadavres jalonnaient la route vers les camps de travail en Sibérie. Les maladies fauchaient les rangs. Le typhus, la dysenterie, la diphtérie, le scorbut, la tuberculose, l'œdème, le paludisme. Les corps lâchaient les uns après les autres. La règle était simple. Ceux qui ne pouvaient plus avancer étaient exécutés, une balle dans la nuque dans l'obscurité de la nuit. Les estimations sont brutales. Seul un tiers des prisonniers de Stalingrad a survécu aux premières semaines de captivité. Les autres sont morts sur la route ou dans les camps, victimes des conditions inhumaines. Sur les 91 000 hommes capturés, le bilan final est implacable. Seulement 5 000 sont rentrés chez eux. Sur des milliers de captifs, seuls 5 000 ont survécu. Pourquoi un tel carnage ? Le froid gelait les poumons, mais la cruauté des gardes était pire que l'hiver. Des massacres dans la glace, des meurtres sommaires, la torture systématique dans les camps allemands. La mort était industrielle. À l'image, des corps raidis par le gel que l'on empile comme du bois. En Union soviétique, la situation était tout aussi brutale. Les centres de détention imposaient des conditions inhumaines. Les camps de travail forcé brisaient les hommes. Le goulag, établi par le NKVD dès les années 30, tournait à plein régime. Il abritait toujours les mêmes prisonniers qu'avant le conflit. Des accusés d'espionnage, des saboteurs, des voleurs et surtout des prisonniers politiques. Leur crime était simple. Avoir propagé de la propagande anti-soviétique ou avoir eu des pensées contre-révolutionnaires, mais l'été 41 a tout bouleversé. L'invasion allemande a forcé le ministère de l'Intérieur soviétique à agir. Une nouvelle direction a été créée en urgence. Sa mission, gérer les camps de travail pour les prisonniers de guerre allemands et leurs alliés. À première vue, une organisation militaire stricte. Mais en réalité, une improvisation totale face au désastre. Cette direction a frappé un mur logistique. Il manquait d'hommes pour construire les camps sur l'immense territoire soviétique. De plus, l'incertitude du champ de bataille rendait toute planification impossible. On voit sur les cartes d'état-major, la ligne de front recule chaque jour. Impossible de déterminer où installer les barbelés en sécurité. Durant la première année de l'invasion, l'armée rouge capturait peu de soldats ennemis. Les Allemands avançaient trop vite pour être encerclés. Le nombre de prisonniers restait limité. La Direction générale des affaires des prisonniers de guerre tentait de superviser la création des camps. Mais les pénuries de ressources bloquaient tout. Les combats continus empêchaient une gestion efficace. Le système était au point mort. Puis est arrivé le véritable tournant, après Stalingrad. 30 degrés en dessous de zéro. C'était la température moyenne à l'aube. Après la bataille de Stalingrad, le paysage a changé brutalement. La contre-offensive de l'armée rouge n'a pas seulement libéré des territoires, elle a capturé une armée entière. Pourquoi les soviétiques ont-ils gardé ces hommes en vie ? Ils n'avaient aucune intention de les nourrir, mais ils avaient besoin de main-d'œuvre pour reconstruire les ruines de la Volga. 40 camps de travail ont surgi du sol gelé autour de Stalingrad. Les plus grands s'appelaient Krasnoïarmaïsk et Beketova. À première vue, une ancienne école endommagée par les obus. Mais en réalité, un centre de tri pour la mort. Les conditions dépassaient l'entendement. L'école de Beketova n'avait plus de vitres. Pour survivre, les prisonniers ont arraché les cadres des fenêtres, ils ont démonté les portes. Tout ce qui était en bois finissait dans le feu. Mais cela ne suffisait pas. La nuit, le sol en béton devenait un ennemi mortel. Les hommes n'avaient pas de lit. Ils s'empilaient les uns sur les autres pour conserver un semblant de chaleur corporelle, un enchevêtrement de corps pâles, tremblants et couverts d'engelures. La nourriture était une torture calculée. Les rations consistaient en un pain noir compact. Ce n'était pas de la farine, c'était de la sciure mélangée à quelques grains, parfois une pomme de terre ou une betterave. Les maladies ont frappé fort. Le typhus, la diphtérie, l'atrophie musculaire. Les poumons lâchaient les uns après les autres. Mais le pire n'était pas la maladie, c'était la gestion des morts. Les gardiens soviétiques ne gaspillaient pas d'énergie pour les enterrements. Les cadavres étaient simplement sortis et abandonnés dans la neige. Le froid intense les momifiait instantanément. Sur les images d'archives, on voit des gardes fouiller les corps raidis.
Ils récupéraient les bottes, ils arrachèrent les montres, ils laissèrent les morts nus face aux éléments. La faim a brisé les derniers tabous humains. Des rapports ont confirmé des cas de cannibalisme. Le vol entre prisonniers était constant. Les gardiens observèrent cette déchéance avec un amusement cynique. Voir l'armée allemande se dévorer elle-même était leur vengeance. Mais survivre à la nuit ne suffisait pas. Il fallait travailler. 12 heures par jour. Les prisonniers étaient envoyés dans les mines, les usines et sur les chantiers d'infrastructures. La météo n'était pas une excuse. Les outils étaient primitifs. Des pelles tordues, des pioches émoussées. La surveillance était brutale. Ceux qui ne remplissaient pas les quotas étaient battus. La moindre faiblesse attirait les coups. Les gardes soviétiques ne voyaient pas des hommes. Ils voyaient les auteurs des atrocités nazies commises sur le sol russe. Cette haine profonde se traduisait par une absence totale de pitié. Un prisonnier blessé était un homme mort. Il n'y avait aucun médicament, aucune infirmerie digne de ce nom. Une infection bénigne devenait une condamnation définitive. Le régime disciplinaire était implacable. Isolement cellulaire, exécution sommaire pour une simple insubordination. À l'été 1943, une lueur d'espoir est apparue. L'Union soviétique a commencé à recevoir des colis d'aide des États-Unis. De la nourriture et du matériel médical ont été distribués, mais pour beaucoup, c'était trop tard. Des milliers d'hommes étaient déjà morts avant l'arrivée du premier camion. Le sort des survivants dépendait d'une seule chose, le grade. L'inégalité militaire persistait même dans la captivité. Les simples soldats subissaient l'enfer des mines. Au monastère de Yelabuga, transformé en camp à l'est de Kazan, 1800 hommes ont été internés. Seul un tiers a survécu à la détention. Les généraux allemands, eux, vivaient une autre guerre. Leur traitement était radicalement différent, pas de travail forcé, des rations correctes. À l'image, on les voit assis, propres, signant des documents. Moscou ne voulait pas les tuer, Moscou voulait les utiliser. Ils ont été interrogés, transformés en trophées de propagande, puis souvent relâchés. Cette disparité reflétait la logique soviétique. Le soldat était un outil jetable, le général était une pièce politique. 91 000 hommes. C'est tout ce qu'il restait de la puissante 6e armée allemande au moment de la reddition. Friedrich Paulus, l'un des généraux les plus en vue du Troisième Reich, a vu son destin basculer dans les ruines de Stalingrad. Son histoire n'est pas seulement celle d'une défaite, c'est le récit d'une descente aux enfers, du commandement suprême au camp de prisonniers soviétiques. Pourquoi le maréchal a-t-il choisi la honte de la captivité plutôt que la balle du suicide? Hitler exigeait sa mort, pour l'exemple. Mais l'instinct de survie l'a emporté sur le fanatisme. Novembre 1942. Les troupes allemandes s'enfoncent dans le sud de la ville. Paulus se retrouve piégé au centre de l'affrontement le plus brutal de la guerre. Ce n'est plus une bataille classique, c'est une boucherie urbaine. En face, la résistance soviétique est implacable. Elle est dirigée par le général Vassili Tchouikov. Sa tactique est simple, coller à l'ennemi pour rendre l'aviation allemande inutile. La situation s'est rapidement dégradée. Le froid gèle l'huile des armes. Les soldats allemands, épuisés par des semaines de combats intenses, commencent à faiblir. Janvier 1943. Les tempêtes de neige s'abattent sur la ville. La faim tenaille les ventres. L'encerclement est total et impitoyable. Paulus n'a plus d'option. Il est contraint à la reddition. L'ironie du sort est cruelle. Dès le début, Paulus considérait l'opération Barbarossa comme une erreur stratégique majeure. Pourtant, il a obéi. Le devoir militaire passait avant la logique. Durant la campagne, il avait alerté l'état-major. Il fallait couper la retraite aux soviétiques. Il fallait empêcher leur repli vers l'intérieur des terres. Il avait aussi réclamé en urgence des vêtements d'hiver pour ses hommes. Mais Hitler a refusé d'écouter. Il a interdit toute mention de ces problèmes. Le conflit entre le général et le commandement nazi était silencieux, mais la rupture était consommée. Le 30 janvier 1943, un message radio arrive au quartier général en ruine. Hitler promeut Paulus au rang de Field Marshal. Ce n'est pas une récompense, c'est une condamnation à mort déguisée. Le message implicite est clair, un maréchal allemand ne se rend pas, il se suicide. Paulus lit le télégramme, il regarde ses officiers et il choisit la désobéissance. La vengeance de Berlin est immédiate. La Gestapo frappe à la porte de sa famille. Ses fils, Ernst Alexander et Friedrich, sont arrêtés. On les jette dans une prison forteresse au cœur des Alpes. Ils n'en sortiront qu'en 1945. Sa femme, Elena Rosetti Solescu,
reste seul face à un avenir incertain. Pendant ce temps, Paulus entame son voyage vers l'Est. Sur les images d'archives, on voit un homme brisé, le visage émacié, marchant péniblement dans la neige vers les lignes soviétiques. Le transfert vers les camps est un calvaire. Les wagons à bestiaux sont glaciales, pas de nourriture, pas d'eau. Paulus et ses hommes souffrent d'épuisement total. Une fois arrivés, le choc est rude. Les camps de prisonniers soviétiques sont des mouroirs. Les baraquements sont surpeuplés. Les installations sanitaires sont inexistantes. La nourriture manque cruellement. Le typhus et la dysenterie se propagent plus vite que les nouvelles du front. À première vue, un simple prisonnier de guerre de haut rang. Mais, en réalité, un outil politique majeur pour Moscou. Les Soviétiques ont compris la valeur de leur capture. Paulus devient le trophée de la propagande de Staline. Il est le symbole vivant de la victoire de l'armée rouge. On l'utilise pour humilier l'Allemagne. 1943. Paulus est exhibé lors de conférences de presse. La caméra enregistre. L'ancien commandant de la 6e armée lit des déclarations préparées. Il dénonce le régime nazi. Ses apparitions sont soigneusement orchestrées. Le but est de projeter l'image d'un leader vaincu qui a changé de camp. Cela sert à souligner la faiblesse de l'ennemi et à galvaniser la population soviétique. Mais le temps de la détention s'étire. Après presque une décennie derrière les barbelés, Paulus est finalement libéré en 1953. Sa femme meurt tragiquement 4 ans plus tard. La libération du maréchal coïncide avec un dégel relatif entre l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest. Mais son retour est amer. Il ne retrouve pas sa patrie. Il découvre un pays en ruine. L'Allemagne est divisée. La reconstruction est longue et douloureuse. Paulus doit faire face à un héritage compliqué. Son rôle à Stalingrad et sa reddition divisent l'opinion. Pour certains, c'est un traître. Pour d'autres, c'est un pragmatique qui a préféré sauver des vies plutôt que de suivre aveuglément Hitler dans la tombe. L'histoire s'est arrêtée là pour le militaire. Paulus finit sa vie à Dresde, en Allemagne de l'Est. Il occupe le poste civil de chef de l'Institut de recherche historique militaire, une fin de carrière bureaucratique. Mais son corps lâche. Il développe une paralysie bulbaire progressive. C'est une maladie dégénérative impitoyable. Il perd peu à peu l'usage de ses muscles. Le 1er février 1957, il meurt dans une clinique de Dresde. 200 coups de fouet. C'était le tarif pour briser le silence. Le 1er février 1957 marque la fin officielle d'un chapitre, mais l'histoire réelle s'est jouée dans les forêts glaciales, bien avant cette date. Après l'invasion nazie de l'Union soviétique, le front s'est effondré. Les villes tombaient les unes après les autres. Pourquoi les femmes ont-elles pris les armes? Les bureaux de recrutement de l'armée rouge leur fermaient la porte au nez. On les jugeait inaptes au combat direct. Mais la haine de l'occupant était plus forte que le règlement militaire. Elles ne sont pas rentrées chez elles pour attendre. Elles ont rejoint les partisans. Parmi elles, des adolescentes prêtes à tout. L'exemple le plus brutal reste celui de Zoya Kosmodemianskaya, 18 ans. Une lycéenne de Moscou qui a troqué ses cahiers contre des explosifs en octobre 1941. Elle a marché vers le sud-ouest, direction Naro-Fominsk. La ligne de front a été franchie de nuit. Une fois en territoire occupé, la mission était claire, sabotage total. Sur la neige, les traces de bottes allemandes étaient partout. Zoya et son unité minaient les routes, ils coupèrent les lignes téléphoniques. L'objectif était d'aveugler et de ralentir la machine de guerre nazie. Le 27 novembre 1941, l'ordre tombe. Il faut appliquer la tactique de la terre brûlée au village de Petryshevo. Un régiment de cavalerie allemand y stationnait. Zoya n'était pas seule. Boris Krainov et Vassili Klubkov l'accompagnaient. L'opération a commencé vite. 3 maisons ont pris feu. Les flammes montaient haut dans la nuit noire. Mais l'erreur est arrivée à la 4e maison. Zoya a été repérée. Les soldats l'ont encerclée. Aucune issue possible. La capture a été immédiate. Le traitement qui a suivi dépasse l'entendement. Ils l'ont déshabillée, ils l'ont battue. 200 coups de ceinture sur le corps nu. Ils ont brûlé sa peau avec des allumettes. Elle n'a pas prononcé un seul nom, pas une seule coordonnée. Le lendemain, on l'a traînée au centre du village. Une pancarte pendait à son cou. Un seul mot inscrit dessus, incendiaire. À l'image, la foule est figée sur la place centrale. Personne n'ose respirer, la corde est ajustée. Le corps de Zoya a été laissé pendu, exposé au regard pour terroriser la population. À première vue, une victoire facile pour l'occupant. Mais en réalité, une erreur stratégique majeure. Sa mort est devenue un carburant pour la propagande soviétique. Le 16 février 1942, elle est nommée héros de l'Union soviétique à titre posthume.
C'était la première femme à recevoir cet honneur durant la guerre, mais Zoya n'était pas la plus jeune. Zineda Portnova, 16 ans. Elle a rejoint la résistance en Biélorussie en 1942. Elle a intégré l'organisation clandestine Les Jeunes Vengeurs. Au début, c'était simple, distribuer des tracts de propagande soviétique. Puis, la mission a évolué. Il fallait cacher des armes, observer les mouvements de troupes. Zineda a appris à manier les explosifs avec les vétérans. Les résultats ont suivi. Un dépôt de carburant a explosé. Une centrale électrique locale a cessé de fonctionner. Une usine de briques a été réduite en poussière. Le bilan de ces sabotages est lourd. Plus de 100 soldats allemands tués. L'année 1943 marque un tournant. Zineda travaille comme aide cuisinière à Obol. Elle a accès à la nourriture de la garnison nazie. L'occasion est trop belle. Elle verse du poison dans la soupe destinée aux soldats. Mais les Allemands sont méfiants. Les officiers la soupçonnent immédiatement. Ils lui ordonnent de goûter le plat. Sur la vidéo mentale de la scène, on imagine la tension. Zineda prend une cuillère. Elle mange la soupe empoisonnée devant eux sans trembler. Les effets n'ont pas été immédiats. Convaincus, les nazis la relâchent. Zineda rentre chez elle, le corps rongé par les toxines. Elle boit des litres de petit lait pour diluer le poison. Elle survit de justesse, mais sa couverture est grillée. Elle ne retourne pas au travail. Les Allemands comprennent alors qu'ils ont été dupés. La traque commence. Janvier 1944. Après des mois de fuite, elle est capturée. On l'emmène au village de Goriani. Interrogatoire de la Gestapo. L'officier en charge commet une faute professionnelle. Il pose son arme de service sur la table. Il pense avoir affaire à une adolescente inoffensive. C'était mal la connaître. En une fraction de seconde, Zineda saisit le pistolet. Le coup part. L'officier s'effondre, mort. 2 soldats allemands entendent chantant le bruit et font irruption dans la pièce. Zineda tire encore. 2 corps de plus au sol. Elle se rue vers la sortie. La forêt est proche. Elle court vers la rivière. Mais l'alerte est donnée. Elle est rattrapée sur la berge. Cette fois, il n'y a plus d'échappatoire. La torture reprend, plus violente encore. Puis, l'exécution dans les bois. Elle n'avait même pas encore 18 ans au moment où la balle l'a frappée. 1958. La reconnaissance arrive enfin. Zineda Portnova est nommée héros de l'Union soviétique à titre posthume. Un monument en granit se dresse aujourd'hui à Minsk. Des détachements de pionniers ont porté son nom. Son nom est resté gravé dans le marbre froid de l'histoire. Le 31 janvier 1943. C'est la date précise où le destin d'un maréchal a basculé. Son héritage divise encore aujourd'hui. D'un côté, l'une des figures les plus courageuses de la résistance. De l'autre, le général allemand qui a trahi le Troisième Reich. Son nom est Walter von Seydlitz-Kurzbach, né le 22 août 1888 à Potsdam. Il est issu d'une lignée de guerriers. La tradition militaire coule dans ses veines. En 1908, il rejoint l'armée. La Première Guerre mondiale éclate. Il sert comme lieutenant dans l'armée impériale. Il se bat sur 2 fronts. Il survit aux tranchées. Après l'armistice, il ne quitte pas l'uniforme. Promu capitaine sous la République de Weimar, il grimpe les échelons, méthodiquement. La Seconde Guerre mondiale change la donne. 1941. L'invasion de l'Union soviétique commence. Seydlitz-Kurzbach est au front. Il commande des positions clés à l'est. Bataille de Stalingrad. Il dirige le 51e corps d'armée. Il est sous les ordres directs du général Friedrich Paulus. À l'image, des ruines à perte de vue et la neige noircie par les explosions. Son unité est plongée dans les combats les plus féroces. Les rues deviennent des cimetières. Mais le piège se referme. L'armée rouge encercle la ville. La 6e armée est coupée du monde. Le froid paralyse les hommes. Les munitions manquent. Seydlitz-Kurzbach se retrouve au centre de l'une des batailles les plus critiques de l'histoire. La situation a empiré. Seydlitz s'oppose à la stratégie d'Hitler. Tenir la position à tout prix, c'est un suicide collectif. Il plaide pour un retrait stratégique. Il veut sauver la 6e armée de l'anéantissement total. Paulus rejette ses suggestions. Il suit les ordres de Berlin. Seydlitz ne se cache plus. Il critique ouvertement la folie du Führer. Le désaccord devient public. Pourquoi Hitler l'a-t-il promu maréchal le 30 janvier 1943 ? Pour le récompenser ? Non. C'était une condamnation déguisée. Dans la tradition militaire allemande, un maréchal ne se rend pas. Cette promotion comportait une attente implicite, le suicide plutôt que la capture. Seydlitz a regardé cet ordre silencieux en face, et il a désobéi. Il a choisi la vie. Il a été capturé par les soviétiques.
C'était l'un des officiers les plus gradés à tomber aux mains de l'ennemi. Mais ce n'était que le début. En captivité, Seydlitz prend une décision radicale. Il collabore. Staline donne l'ordre. Le haut commandement de l'armée rouge lui confie une mission, persuader d'autres généraux de renverser Hitler. D'autres officiers le rejoignent, Helmut Schlömer, Moritz von Dreber, Alexander Edler, von Daniels. À la radio, on entend sa voix. Elle traverse les lignes de front. Il envoie des messages anti-nazis aux troupes allemandes. La réaction à Berlin est violente. Sa citoyenneté est révoquée. Un tribunal militaire nazi le condamne à mort par contumace. Sa famille n'est pas épargnée. Plusieurs membres sont démis de leurs fonctions officielles. La vengeance du régime est totale. Septembre 1943. Seydlitz est nommé président de la Ligue des officiers allemands, un groupe de prisonniers engagés contre Hitler. Ils opèrent sous le Comité national pour une Allemagne libre, une organisation de propagande soutenue par les soviétiques et dirigée par l'écrivain communiste Erich Wienert. À première vue, un simple outil politique, mais en réalité, Seydlitz préparait une insurrection armée. Il propose de créer une force militaire composée de prisonniers. Son plan, lancer une guérilla communiste en Allemagne. Il voulait retourner les armes contre le Reich. Mais Staline s'est méfié. Réarmer des prisonniers allemands? Le risque était trop grand. Le dictateur soviétique a refusé. Le plan n'a jamais vu le jour. Juillet 1944. L'attentat contre Hitler échoue. Les services de renseignement soviétiques tirent à leur conclusion. La propagande de Seydlitz n'a pas fonctionné. Elle n'a pas brisé la loyauté de la Wehrmacht. Staline ordonne la dissolution de la Ligue des officiers. Seydlitz et ses collaborateurs sont renvoyés en cellule. L'utilité politique du maréchal avait expiré. La guerre s'achève en 1945. Les soviétiques occupent une partie de l'Allemagne. Ils demandent à Seydlitz de coopérer avec le nouveau régime d'occupation. Il refuse. Son rôle s'est arrêté là. 1950. C'est l'année où le bourreau a failli faire son œuvre. Le général von Seydlitz-Kurzbach a écouté le verdict sans broncher. Peine de mort. Les soviétiques voulaient sa tête. Il avait pourtant refusé de coopérer. Ce n'était pas un communiste, c'était un officier de la vieille école. Pourquoi les soviétiques l'ont-ils condamné? Ils avaient essayé de le recruter. Ils lui avaient offert une place au parti. Mais Seydlitz a dit non. Son seul objectif était clair. Arrêter la guerre. Sauver ce qui restait de l'Allemagne. Ce refus a failli lui coûter la vie. La peine a finalement été commuée. Mais la liberté n'est pas venue. 14 ans. Il a passé 14 ans derrière les barreaux. Les murs étaient froids, l'isolement total. Il n'a été relâché qu'en 1956, direction l'Allemagne de l'Ouest. Il pensait rentrer chez lui. Mais le retour a été brutal. Seydlitz voulait récupérer ses propriétés. Il réclamait son grade militaire. Il exigeait sa pension. Il a échoué sur toute la ligne. La seule victoire a été juridique, l'annulation des condamnations prononcées par le Troisième Reich. Pour le reste, c'était le vide. Contrairement aux autres généraux, il n'a publié aucun mémoire. Il n'a donné aucune interview. Ses anciens camarades changèrent de trottoir en le voyant. Il est devenu un fantôme. Le 28 avril 1976, il est mort à Brême, seul, rejeté. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 1994, ses descendants ont contre-attaqué. Ils ont saisi les tribunaux russes. Le verdict soviétique a été annulé. Une réhabilitation posthume. Mais il était déjà trop tard pour lui. Pendant ce temps, un autre drame se jouait, celui des femmes allemandes. 140 000, c'est le nombre de femmes associées aux forces armées en 1939, 50 000 dans les bureaux, 90 000 comme auxiliaires. Mais la guerre est une machine qui consomme les humains. Les besoins ont explosé. En 1944, le chiffre a grimpé à 300 000. Leurs rôles ont changé. Elles n'étaient plus seulement en Allemagne. Elles ont été déployées dans les zones conquises. On les voyait partout. Dans le gouvernement général de Pologne, en Biélorussie, dans les pays baltes, en France occupée, en Yougoslavie, en Grèce. 8 000 femmes géraient les communications. 12 500 suivaient l'armée sur le terrain, dans la boue. Mais ce n'était que le début. La Luftwaffe a absorbé 130 000 femmes. Au départ, elles faisaient de l'administration. À l'image, on voit ces femmes manipuler les projecteurs de la DCA. Elles servaient les batteries anti-aériennes. Elles remplaçaient les hommes morts au front. À première vue, des auxiliaires inoffensives. Mais en réalité, des cibles militaires légitimes. La capture était rare au début, mais la situation du régime est devenue désespérée. Hitler a fait volte-face. Il avait toujours refusé de voir des femmes au combat. Dans les derniers jours, il a changé d'avis. Il a autorisé la création d'un bataillon féminin armé. L'objectif était cynique,
remonter le moral des hommes qui fuyaient. Même les femmes de la Croix-Rouge, théoriquement protégées par la Convention de Genève, se sont retrouvées au milieu des tirs. La politique allemande était stricte, éviter la capture des femmes. Les commandants locaux étaient personnellement responsables. Le 30 septembre 1944, un ordre est tombé. Évacuer toutes les femmes de moins de 21 ans des territoires occupés. C'était une réaction de panique après la capture d'unités féminines en Roumanie par les soviétiques. Mais sur le terrain, c'était le chaos. Les officiers avaient là des besoins de leurs compétences. Ils retardèrent les départs. La fin de la guerre a sonné le glas. Celles capturées par les Alliés ont été traitées comme des soldats. À Pilsen, dans le nord, plus de 100 femmes ont été parquées dans des casernes. Une scène étrange s'est produite. Elles ont formé une chorale, les Moineaux de Pilsen. Elles chantaient pour les gardes américains. Mais les Américains sont partis. Ils ont remis la ville aux Soviétiques. L'urgence a changé de camp. Le tri a été rapide. La plupart ont été relâchés, sauf une assistante de communication. Elle a été identifiée comme membre de la SS. Elle est restée. La peur du retour était réelle. Beaucoup refusèrent de rentrer en zone d'occupation soviétique. Elles savaient ce qui les attendait. Les registres sont flous. On suppose que les camps se sont vidés vers la fin de 1948. Dans les camps d'internement soviétiques, la réalité était brutale. On entend le bruit des tondeuses. Les têtes étaient rasées. Certaines ont fini en prison. 200 femmes ont été martyrisées dans les derniers jours, probablement torturées à mort. Les soviétiques voulaient des aveux. Ils cherchaient là des preuves sur les crimes de guerre allemands. La libération n'a pas apporté la paix. L'avenir était sombre. La haine contre les Allemands était viscérale. Les citoyens soviétiques se souvenaient du siège de Leningrad. Ils se souvenaient de la famine. Ils voulaient se venger. Sur les images d'époque, la violence est palpable. Ces femmes libérées ont été la cible de représailles. Les autorités soviétiques ont souvent fermé les yeux. Elles ont été lapidées, battues à mort par des foules en colère. La justice n'existait plus. Seule la vengeance comptait. 33 000 morts en 48 heures. C'est le bilan glaçant du ravin de Babi Yar. Pourquoi une telle fureur? Les Allemands ont prétendu réagir à un sabotage, mais c'était un mensonge planifié pour justifier l'extermination. L'invasion de l'Ukraine en 1941 marque le début d'une ère de sang. 10 jours seulement après la prise de Kiev, la répression change d'échelle. Des explosions ravagent le centre-ville, le quartier général allemand brûle. Les vitres explosent, c'est le prétexte attendu. Les Einsatzgruppen, ces escadrons de la mort dirigés par le général Otto Rasch, reçoivent l'ordre d'agir. Ils ont le soutien des SS, ils ont l'aide des collaborateurs locaux. La rafle commence immédiatement. La police ukrainienne et les groupes nationalistes encadrent les résidents juifs. Ils les poussent vers la périphérie. Direction, le ravin de Babi Yar. À l'image, des colonnes interminables de civils marchant vers la mort. Le site n'est pas choisi au hasard. Il borde un hôpital psychiatrique et une prison. Avant l'arrivée de la foule, les SS nettoient la zone. Ils évacuent l'hôpital. Ils abattent froidement tous les patients. Pas de témoins, pas de survivants. Quand les Juifs arrivent, le piège se referme. On leur tend des pelles. Ils doivent creuser leur propre fosse. La terre est remuée sous la menace des armes. Entre le 29 et le 30 septembre 1941, les mitrailleuses n'ont pas cessé de tirer. En 2 jours, plus de 33 000 Juifs ukrainiens sont exécutés. Mais le carnage ne s'est pas arrêté là. À première vue, des alliés fidèles du régime nazi. Mais en réalité, des cibles en sursis. Fin 1941, les relations se détériorent entre le Troisième Reich et certains nationalistes ukrainiens. La sanction est immédiate. Les Allemands capturent 600 de leurs anciens alliés. Ils les exécutent dans ce même ravin. Babi Yar devient une fosse commune universelle. Victimes et bourreaux s'y mélangent. L'endroit continue de fonctionner comme une usine à cadavres. Des milliers de tziganes, des prisonniers de guerre soviétiques, des civils résistants. Tous finissent au fond du ravin. Au-delà des massacres, l'occupant impose l'esclavage. Des millions d'Ukrainiens sont soumis au travail forcé. Les conditions sont inhumaines. La moindre résistance entraîne des représailles terribles. Des centaines de villages sont rasés. C'est la politique de la terre brûlée. Il n'y avait pas de retour en arrière. Été 1943. L'armée rouge approche de Kiev. La panique gagne le commandement allemand. Il faut faire disparaître les preuves. L'opération de dissimulation commence. Les nazis forcent les prisonniers survivants à redescendre dans le ravin. Leur tâche est atroce, exhaler les corps en décomposition. On entend le crépitement des bûchers géants dressés pour brûler les cadavres. Une odeur âcre couvre la zone. Une fois le nettoyage terminé, les prisonniers sont exécutés à leur tour. Le secret devait être total.
Les estimations actuelles évoquent entre 100 000 et 200 000 morts à Babi Yar. Paul Blobel, l'officier SS responsable, a fini par payer. Condamné à mort lors des procès de Nuremberg, il est pendu en juin 1951 à la prison de Landsberg. C'est dans cette même prison qu'Hitler avait rédigé Mein Kampf après son putsch raté. Otto Rach, lui, n'a pas atteint la potence. Il est à mort en cellule fin 48. La libération n'a pas effacé les crimes. Dès que l'armée rouge reprend le contrôle, la justice soviétique se met en marche. Il faut juger les collaborateurs et les officiers nazis. Le théâtre d'État de Kiev est choisi pour le procès. Le décor est grandiose. Le message est clair. Les procureurs soviétiques accumulent les preuves. Rapports d'espionnage, témoignages de survivants, vestiges matériels des camps de travail. 15 nazis sont reconnus coupables pour les atrocités de Babi Yar. Le verdict tombe, 12 condamnations à mort. Le 29 janvier 1946, la sentence est exécutée. Sur la vidéo d'archives, on voit une foule immense rassemblée sur la place centrale de Kiev. Les condamnés montent à l'échafaud. Les cordes sont ajustées, tout est filmé. Ces images brutes ont été préservées et intégrées au documentaire The Trial du réalisateur Sergei Loznitsa en 2022. La justice a frappé fort ce jour-là. Mais pour la majorité des bourreaux directs, la fuite a été la seule issue. Zéro justice. Pour la grande majorité des bourreaux de Babi Yar, le tribunal n'a jamais existé. Allemands ou ukrainiens, les exécutants directs se sont volatilisés. Pourquoi ont-ils échappé à la corde? Le chaos de l'après-guerre a effacé les traces, mais cette impunité cachait une autre vérité. Juger l'intégralité des atrocités commises sous l'occupation nazie était une tâche impossible. Les dossiers se sont refermés. Cependant, Staline préparait sa propre forme de justice. Une justice froide, calculée, brutale. L'Union soviétique était un champ de ruines. La destruction causée par les nazis dépassait l'entendement. Les ingénieurs estimaient que la reconstruction prendrait des décennies. Staline a tranché. Il a déclaré que la main-d'œuvre ennemie paierait la facture, peu importe la nationalité. Une fois la guerre finie, les prisonniers ne rentreraient pas chez eux. Ils connaîtraient les travaux forcés. Le plan était public. Moscou l'annonçait depuis 2 ans. Conférence de Téhéran, fin 1943. Staline exige 4 millions de travailleurs esclaves. C'était sa condition pour les réparations de guerre. À l'été 1944, l'exigence a gonflé. Le dictateur réclamait désormais 5 millions de travailleurs sur une période de 10 ans. Il l'a répété aux Alliés à chaque réunion. Le message était clair. Le 16 décembre 1944, l'ordre général est tombé. La cible était précise. Tous les hommes allemands de 17 à 45 ans. Toutes les femmes de 18 à 30 ans. La rafle a commencé dans l'Europe du Sud-Est libérée. La seule condition était la capacité physique de travailler. Les convois se sont mis en route vers l'Union soviétique. En l'espace de 2 mois, 110 000 individus ont été identifiés. Ils ont été chargés dans des trains et expédiés vers l'Est. Au début de l'année 1945, 100 000 autres prisonniers venus d'Allemagne occupée les ont rejoints. La machine de déportation ne s'arrêtait plus. À l'image, on devine la scène. Des colonnes interminables de prisonniers de guerre allemands marchant sous la garde soviétique. Le tri était sommaire. Seuls 100 000 captifs ont été exemptés pour cause de maladie ou de vieillesse. Les autres ont été concentrés dans 60 camps en Pologne et en Allemagne de l'Est. Fin octobre 1945, le transfert massif vers l'URSS était terminé. À première vue, une simple captivité de guerre, mais en réalité, une exploitation industrielle des hommes. Certains ont été envoyés vers des destinations stratégiques. En Tchécoslovaquie, à Djuchimov, les prisonniers ont reçu une tâche mortelle. Ils devaient extraire de l'uranium. C'était le carburant indispensable pour le programme nucléaire de Staline. Ils creusaient pour la bombe. Au départ, Staline avait menti. Il prétendait garder les prisonniers aussi longtemps que nécessaire, estimant la durée à 15 ans. Mais la politique a changé la donne. La plupart des prisonniers de l'Axe ont été relâchés entre mai 1945 et la fin de l'année 1949. C'était bien plus long que n'importe quelle détention chez les puissances alliées. Mais ceux qu'on libérait n'étaient plus utiles. La majorité était âgée, malade ou brisée par le travail. Le 6 juin 1945, le Kremlin a serré la vis. Un décret imposait désormais l'approbation du Politburo pour toute libération future. Les critères étaient stricts. La police secrète avait déjà fait ses comptes. Elle avait dressé une liste de 225 000 soldats allemands et autrichiens. Ils croupissèrent dans les camps et les hôpitaux, inaptes au travail. Les officiers, eux, étaient exclus de toute clémence. Ils devaient rester captifs.
En août de cette année-là, le bilan des prisonniers encore détenus atteignait un chiffre colossal. 708 055 hommes. 412 000 prisonniers. C'est le nombre exact d'hommes que les autorités soviétiques ont identifié pour une libération immédiate. La raison était purement physiologique, une incapacité totale à travailler. Le corps n'était plus qu'un poids mort. Mais que faire des autres? Les soviétiques voulaient se débarrasser des bouches inutiles, mais la paranoïa était plus forte que la logique économique. Ils refusaient de relâcher quiconque soupçonné d'opinions anti-soviétiques. On gardait ces hommes sous de faux prétextes administratifs. Les dossiers s'empilaient sur les bureaux du NKVD. Sergueï Kruglov, le chef du ministère de l'Intérieur, a proposé une solution mathématique. Il a suggéré de renvoyer chez eux 150 000 hommes inaptes. Pour ceux qui restaient, le calcul était simple. Il a ordonné d'augmenter les rations de 10%. Ce n'était pas un geste humanitaire, c'était du carburant pour extraire plus de travail. La situation s'est aggravée. Les récits allemands décrivent une réalité brutale à travers les 2500 camps de l'URSS. Une culture de la faim régnait partout. À l'image, on voit des hommes squelettiques gratter le fond de leurs gamelles. Cette pénurie n'était pas isolée. De l'autre côté des barbelés, la population civile russe mourait aussi de faim. L'outil industriel du pays était en cendres. Dans les baraquements, la dysenterie fauchait les rangs. Les prisonniers volaient la nourriture de leurs camarades. Le commerce de croûtes de pain est devenu la seule économie viable. Les interdits alimentaires tombaient les uns après les autres. Sur les bandes d'archives, les mouvements sont lents. Les hommes ne marchent pas, ils traînent les pieds. L'énergie manquait pour simplement lever un bras, mais il n'y avait pas d'autre issue. Le désespoir a poussé certains soldats à des actes définitifs. Ils ont compris une règle simple, seuls les inaptes rentrent à la maison. L'automutilation est devenue une stratégie de survie. À première vue, un accident de travail malheureux. Mais en réalité, une amputation volontaire et calculée. Des rapports signalent des hommes se tranchant les doigts à la hache, d'autres se versèrent des produits chimiques dans les yeux pour provoquer la cécité. Certains utilisaient des méthodes plus insidieuses. Ils avalaient des quantités massives de sel. Le corps réagissait violemment. L'œdème apparaissait. Les membres gonflaient. Pour quelques-uns, le plan a fonctionné. Ils ont obtenu leur libération. Pour d'autres, le cœur a lâché avant l'inspection médicale. Ils ont payé leur ticket de sortie de leur vie. Tout cela remontait à la débâcle de Stalingrad. Après la bataille, des dizaines de milliers de soldats allemands ont été capturés. Les conditions étaient inhumaines dès la première minute. Le froid gelait les uniformes sur la peau. La faim tordait les ventres. La menace d'exécution était constante. Les gardes n'hésitaient pas à tirer sur les traînards. La logistique des marches de la mort avait un objectif précis: briser psychologiquement les survivants avant leur arrivée au camp. Le prix de la vengeance soviétique était élevé. Des milliers de soldats ne sont jamais arrivés à destination. Les colonnes de prisonniers s'étirèrent dans la neige à perte de vue. Les conditions étaient brutales. Il n'y avait pas de ravitaillement. Les hommes marchaient jusqu'à l'épuisement total. Une simple chute signifiait la mort. Les gardes ne s'embarrassaient pas des traînards. Beaucoup ont péri sur le bord de la route, le corps gelé par le vent des steppes. Mais ce n'était que le début de l'enfer. Ceux qui ont survécu à la marche ont découvert la réalité des camps de travail soviétiques. La malnutrition était chronique. Les épidémies ravageaient trop les baraquements. Le travail physique brisait les hommes les plus robustes. Les officiers n'étaient pas épargnés. Walter von Seydlitz-Kurzbach commandait le 6e corps d'armée. Karl Strecker dirigeait le 11e. Leur grade ne les protégeait de plus. Pourquoi les soviétiques ont-ils traité l'élite militaire comme de simples soldats? Les conventions de Genève n'avaient plus cours à l'Est. Mais la volonté de briser l'orgueil allemand était plus forte que les règles. Seydlitz-Kurzbach s'est distingué par sa résilience. Il avait tenu bon pendant la bataille de Stalingrad. Il a tenu bon en captivité. Strecker a subi le même sort. Le froid mordait la chair, la faim tordait les ventres. Ils ont partagé le destin misérable de leurs troupes. L'heure des comptes a fini par sonner. Le procès de Kiev a débuté. On l'a surnommé le Nuremberg de Kiev. L'Union soviétique voulait envoyer un message clair. Elle voulait rendre justice aux victimes des crimes nazis. Dans le box des accusés, des officiers de haut rang, ils étaient responsables d'atrocités majeures, dont le massacre de Babi Yar. À première vue, un tribunal militaire ordinaire, mais en réalité, un instrument de propagande redoutable. Moscou ne cherchait pas seulement des condamnations, Moscou construisait un récit national. La résistance soviétique devait triompher du mal absolu. Puis, le temps a passé. Le rapatriement des prisonniers allemands a marqué la fin d'un long cauchemar.
mais le retour était amer. Il revenait dans une Allemagne qu'il ne reconnaissait plus. Le pays était dévasté. Les villes n'étaient que des champs de ruines. La société avait changé en profondeur. Sur les images d'archives, on voit des hommes au visage creusé descendant des trains. Ils étaient confrontés à la pauvreté extrême. Le déplacement des populations était massif. Les cicatrices n'étaient pas seulement physiques, elles étaient psychologiques. Réintégrer la vie civile était une épreuve aussi dure que la guerre elle-même. Pour beaucoup, ce retour symbolisait une réconciliation douloureuse avec le passé. L'Europe changeait de visage. Un nouvel ordre émergeait sur les cendres du vieux monde. Tout cela découlait d'un seul événement majeur. La bataille de Stalingrad reste le tournant absolu. C'est la bataille la plus sanglante de l'histoire. La défaite allemande a sonné le glas de la Wehrmacht. Sa puissance militaire sur le front de l'Est s'est effondrée. Les pertes humaines étaient colossales. Le matériel perdu ne serait jamais remplacé. L'Allemagne a plongé dans une crise humanitaire. Les ressources manquaient. Des milliers de civils erraient sans abri. L'eau potable était rare. La nourriture était rationnée. La défaite de Stalingrad a brisé la logistique allemande. L'avance vers l'Est a atteint sa limite définitive. Le maréchal Friedrich Paulus a pris une décision historique. Il s'est rendu. C'était la première fois dans l'histoire militaire allemande qu'un maréchal capitulait. Adolf Hitler a sombré dans une dépression profonde. Il attendait un suicide, pas une reddition. Les pertes de Stalingrad ont accéléré la chute. Le Troisième Reich s'est disloqué. L'agonie a duré jusqu'à la chute de Berlin en 1945. L'histoire s'est arrêtée là. Le sort des prisonniers allemands en Union soviétique reste un avertissement sombre. Il rappelle la brutalité sans filtre de la Seconde Guerre mondiale. La souffrance était extrême. Les leçons sont dures. Oublier ces faits, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs. Le dossier est clos.